Écoutez, merci d'être là, merci de votre patience, parce que le démarrage, on a un peu attendu. Saviez-vous que la principale cause dans le manque de compétences, le manque de qualité de conception des systèmes, des plateformes, des applications, était en fait due au manque de pratique? Aujourd'hui, je vous propose une solution pour y remédier, c'est pas les katas d'architecture. Forcément, la condition est meilleure comme ça. Alors, qui suis-je? Alors, désolé pour... il y en a qui ont été à mon workshop ce matin, donc désolé pour la redite. Je m'appelle Alexandre Touré, je suis architecte logiciel, développeur senior Decrel à Worldline. Vous pouvez me suivre via ces pointeurs. Qui ne connaît pas Worldline dans la salle? Donc, il y a plein de monde. Ok. On est le leader européen du paiement. Quand vous payez par carte bleue, que chez un commerçant ou en ligne, vous passez au moins une fois par chez nous. On ne fait pas que ça. Par exemple, je travaille dans le monde du transport actuellement. Avant de vous présenter les katas et comment les mettre en place dans vos plateformes, je vais vous raconter l'histoire d'un développeur. Alors, c'est l'histoire de Georges. Georges est développeur, full stack, back-end, front-end, peu importe. Très intéressé par la technique, il fait de la conception, il touche un peu au DDD, l'architecture hexagonale, très intéressé par les tests. À un moment donné, Georges, il arrive un peu à la croisée des chemins. Alors, petit spoiler pour les plus jeunes, à partir d'un moment, on y arrive tous. Est-ce qu'on continue en tant que développeur? Au bout de quelques années, on peut, c'est possible. Est-ce qu'on passe dans le management, gestion de projet, fonctionnel? Ou est-ce que on essaie de rester dans la technique? Mais Georges, il a envie de rester dans la technique. Il a envie de voir un peu au-delà. Et là, il tombe sur un truc assez marrant, ça s'appelle l'architecture. L'architecture, qu'est-ce que c'est? Ce qui est marrant, c'est que la définition est assez floue. D'une société à l'autre, on n'a pas la même définition. Alors d'un pays à l'autre, je vous en parle même pas. C'est beaucoup plus compliqué. Il tombe sur cette définition. La définition de Grady Booch. Qui ne connaît pas Grady Booch dans la salle? Alors, c'est l'inventeur on peut dire ça, le cauchemar des années 2000, donc c'est l'un des inventeurs du ML. Donc c'était le logiciel de conception. C'était un vrai cauchemar au début, mais ça fait le travail. Enfin, en tout cas, pour ceux que c'est quoi c'est censé faire. Qui nous dit, qu'est-ce que c'est l'architecture? L'architecture, c'est de la conception. Quand vous rencontrez des gens qui disent, je fais de l'architecture, en fait, ils font de la conception. Tout simplement. Par contre, quand on fait de l'architecture, on va se concentrer sur les décisions significatives de conception. Quand on dit significatif, on dit celles qui sont mesurées par le coût du changement. Si on se replace dans le bâtiment, on est plus dans l'étude de sol, l'orientation de la maison, le choix des matériaux, le choix du chauffage, l'isolation. On va pas être dans la couleur du papier peint. C'est pas ou versus peinture. On n'est pas dans je dis pas que c'est pas important, je dis qu'on n'est pas dans cette même échelle de valeur. Et là, en se basant là-dessus, Georges, il en parle à ses managers, ils disent OK, ils donnent une formation, ils lui font assister à une formation architecture pour les nuls, et on le met architecte dans une équipe. Donc ça peut être sur un projet Greenfield, un nouveau projet, ça peut être sur un projet existant, en ajoutant un nouveau module, en le concevant. D'après vous, comment ça s'est passé, cette première expérience? Alors, est-ce que ça a été un succès? Tout a été bien livré, bien conçu, bien développé ensuite et bien compris? Ou alors, est-ce qu'il a peut-être dépensé trop d'énergie? Est-ce que sa vision n'a pas été suffisamment bien partagée? Est-ce qu'au niveau développement, il y a eu quelques frictions? Alors, qui pense que ça a été un succès? Levez la main. Qui pense que ça a été un échec? Oui, vous avez raison. C'était bien de tenter, en fait. Alors, je dirais que c'est normal. C'est normal. Déjà, pourquoi? Parce qu'on arrive sur un nouveau poste, un peu de mentoring, déjà, ça aurait été pas mal. Être accompagné par quelqu'un d'un peu plus senior, pour prendre les bons choix, pour éviter certains écueils, ça aurait été quand même plutôt sympa. Aussi, quelque chose que Georges n'avait pas anticipé, c'est qu'on est au-delà de l'IDE, en fait, quand on fait un peu d'architecture. On n'est pas juste à développer un framework pour des développeurs. On est un peu à la croisée entre les développeurs, la gestion de projet, le management, peut-être les fonctionnels, la production, la RSSI, etc. On est un peu au milieu de tout ça. Et ce que Georges n'avait réellement pas anticipé, c'est que son raisonnement était biaisé. Il était totalement biaisé. Parce que Georges était développeur. Et quand vous allez être développeur, vous allez proposer des solutions qui sont faciles d'un point de vue développement. Et des fois, voire souvent, ces solutions ne sont pas adaptées en production.
ne sont pas faciles à mettre en place en production. J'ai quelques exemples en tête, on pourra en parler après si vous le souhaitez, mais voilà, il faut avoir cette vision-là aussi, il faut sortir un peu de son carcan. Alors j'avais parlé des formations en architecture. Bon, moi j'en ai eu 2 il y a quelques années, déjà de ça, j'étais pas super fan. Fort heureusement, maintenant il y a des livres qui sont vraiment de très très bonne qualité. Moi je vous conseille le premier, s'il y a un livre à lire en architecture, c'est le premier, Fundamentals of Software Architecture. Il aborde tout, en fait, tout ce que vous devez savoir pour démarrer. Il va aborder le côté technique, avec les types d'architecture, les contraintes qu'il faut traiter, etc. Et aussi ce qu'on appelle en anglais soft skills, la manière de travailler, en fait. Quelle doit être votre approche. Et le deuxième livre est celui de Simon Brown, c'est lui qui a créé le modèle C4, je vais en parler un peu après. Mais ce constat n'est pas anecdotique. Ted Neward, l'inventeur des katas d'architecture, l'a dit. Comment on peut avoir de bons architectes si au final on fait de l'architecture qu'une demi-douzaine de fois dans sa carrière? Il y a un réel manque de pratique dans ce domaine, dans la conception. Il y a des gens qui ont trouvé une solution à ça, hein. C'est dans les arts martiaux. Les arts martiaux avec les katas. Alors qu'est-ce que c'est qu'un kata? Alors, je suis peut-être un peu old school, mais j'ai pas demandé à ChatGPT de me faire la définition. Je suis allé sur Wikipédia, qui nous dit la kata, c'est ni plus ni moins que la transmission de techniques basée sur l'expérience d'un combattant à un autre combattant. Je suis pas expert en arts martiaux, donc s'il y en a dans la salle, pardonnez-moi. Et en se basant là-dessus, Ted Neward a créé des katas d'architecture. Les katas d'architecture, c'est ni plus ni moins que des coding dojo pour architectes, où on va pratiquer. Là maintenant, pour le reste de cette présentation, je vais vous montrer comment les mettre en place dans vos organisations et quels bénéfices vous pouvez en retirer. Et que Georges pourra en retirer s'il pratique ce genre d'exercice. Alors tout d'abord, comment démarre un kata d'architecture? Alors vous commencez par une étape, ça s'appelle la warm-up, un démarrage, pendant 5 minutes. Au préalable, vous ramenez un peu de monde, vous faites de la pub, vous ramenez des goodies, des sandwichs, des fois ça marche bien, et vous constituez les équipes. Brasser les populations. C'est des choses qui manquaient à Georges aussi. Quand je dis brasser les populations, mettez des juniors, des seniors. Nous, on a pu avoir des personnes de production qui ont travaillé avec nous, sur de la conception. Mettez-vous d'accord sur l'outillage. Si vous faites en présentiel, papier-crayon, ça suffit largement. De même, essayez de vous dire, tiens, comment je vais formaliser ma conception? Comment je vais formaliser mon kata? Des boîtes, des flèches, ça suffit. Mais il faut que tout le monde soit d'accord. Il va falloir pouvoir le présenter. Si vous ne connaissez pas un modèle, si vous venez comme moi un peu du monde du développement, moi je vous conseille le modèle C4. Le modèle C4, c'est un modèle qui a été créé par Simon Brown, qui va vous permettre d'exposer votre architecture, un peu comme Google Earth, Google Maps. Google Earth, vous commencez par la planète, et après vous descendez le pays, et après vous allez dans la ville, etc. Là, vous allez faire pareil avec votre architecture. Vous allez rajouter un peu de storytelling dans vos présentations, quand vous allez dire, voilà comment telle application, comment je la conçois, comment je la vois, et ça va vous permettre d'expliquer ça à différentes personnes. Déjà, rien qu'avec les 2 premiers schémas, qui vont être le diagramme de contexte, la vue fonctionnelle, la vue container qui va être un peu plus en détail, où on va avoir les choix technologiques, tous les flux. Déjà rien qu'avec ça, vous êtes capable de parler avec les 2 premiers, avec votre manager, avec des clients aussi, avec des personnes de la production, avec beaucoup de gens. Après, si vous voulez aller plus dans le détail, avec des développeurs pour dire voilà comment tu organises ton code, quand il y a des frameworks, etc., vous pouvez aller plus loin avec les composants. Et enfin, diagramme UML, pour ceux qui ne sont pas encore trop traumatisés, vous pouvez l'utiliser s'il y a quelque chose de très compliqué à poser. Mine de rien pour ça, c'est vraiment très utile. Alors, un exemple de diagramme ici, on va avoir une vue au niveau, vous l'appelez vue de cockpit, vue fonctionnelle, un peu comme vous voulez. Là, on sait ce qu'on va faire. Quand on sait ce qu'on va faire, c'est qu'on a une vue fonctionnelle, on a un système My Wonderful System, qui est exposé au travers d'une API Gateway, API Management. Et on a des services tiers. Et rien qu'avec ça, on est capable d'expliquer fonctionnellement ce que ça fait. J'ai un utilisateur qui utilise mon système, et j'ai tel composant que j'utilise. Maintenant, comme dans Google Earth, si on appuie un peu sur la molette, on va aller dessous, on va aller voir ce qu'il y a sous le capot. Et là, on voit que je vais faire un peu de haute, je vais avoir un API proxy, je vais avoir une application Java, on a les choix technologiques, du Docker, du Java, Spring Boot. Ça va pas étonner celles et ceux qui étaient à mon workshop ce matin. Et on a du MongoDB derrière. Et rien qu'avec ces 2 schémas, rien qu'avec ces 2 schémas, vous êtes capable de présenter votre vision à plein de gens, fonctionnels, techniques.
pouvez même chiffrer, hein. Vous pouvez même aller jusque-là, si vous devez. Ensuite, vous avez une phase d'1 heure. Une heure, c'est très court pour concevoir. Et c'est un peu le but aussi de l'exercice. Comment faire quelque chose très rapidement. Comment pas partir sur des réunions interminables, etc., comme on peut voir dans certaines sociétés. Pendant 1 heure, il va falloir sortir quelque chose. Alors vous recevez d'abord le sujet. Moi, je vous conseille de l'envoyer au préalable. Vous voyez le sujet, tiens, on va travailler sur tel kata, tel sujet, comme ça permet de se l'approprier. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez au modérateur. Moi, quand j'organise des katas d'architecture, généralement, on me pose des questions, je donne la réponse ensuite aux autres équipes. Vous pouvez aussi poser et prendre toutes les hypothèses que vous voulez. Si tel sujet, on prend telle hypothèse, du moment que ça soit justifiable, pas de souci. De même que les choix technologiques, si vous voulez faire du LLM, si vous voulez faire du Kubernetes, quoi que ce soit, bah, pas de problème. De toute façon, vous n'avez pas de problème de budget, puis c'est sur du papier crayon, donc vous risquez pas grand-chose. La seule chose, le seul point, c'est qu'il va falloir le justifier, il va falloir présenter votre vision ensuite. Quel exemple de sujet pourriez-vous avoir? Déjà un sujet qui est un vrai sujet que j'ai découvert dans une conf sur l'IoT, qui sont que les collectivités territoriales veulent identifier les routes à rénover. Elles ont moins en moins de moyens. Ce qu'elles veulent, c'est utiliser les capacités des voitures connectées pour dire on va collecter toutes ces données-là et on va identifier telle route très utilisée, fortement cabossée, c'est ma priorité haute pour la rénovation. Alors, j'ai simplifié le sujet hein, pour info. Pour le faire tenir dans un slide, on a quelques contraintes, des éléments techniques, le traitement des données doit être anonymisé, on a des éléments de volumétrie, et avec ça, vous êtes capable logiquement, de démarrer une conception. Alors, comment faire pour démarrer une telle conception quand on n'est pas un peu aguerri? Déjà, essayez de clarifier le besoin. Pourquoi une nouvelle application? Dans quel but? Pour qui? Identifiez ensuite ce qu'on appelle les chiffres clés ou les contraintes techniques. Les chiffres clés, ça va être la volumétrie, le nombre d'utilisateurs, quelles vont être les données, la rétention, quelle va être la disponibilité de mon service. Et enfin, zoomer progressivement. Démarrer par la vue fonctionnelle, le premier schéma que je vous ai montré. Et une fois que tout le monde est d'accord, bah vous zoomez. Et ça ne sert à rien de zoomer si vous n'êtes pas d'accord sur la partie fonctionnelle. Donc pour un tel kata, moi je vais vous présenter une solution qui, alors elle est discutable. Hein, on peut en discuter après, il n'y a pas de souci. Là, on a la vue au niveau qui dit bon voilà, j'ai les utilisateurs qui peuvent accéder à mon système, j'ai les voitures qui poussent des données en MQTT, et les routes sont identifiées grâce à un référentiel Open Data que je récupère de manière régulière par batch. Donc, si on zoome, si on a la vue, c'est la vue conteneur, je ne me souviens plus. Là, on voit qu'à droite, on a toute une chaîne d'alimentation que j'ai choisi de faire en MQTT, donc il y a du topic qui arrive après dans un topic Kafka, je vais y arriver. À gauche, on a une chaîne d'alimentation aussi qui va récupérer de manière moins régulière, c'est-à-dire une fois par mois, parce qu'on ne construit pas des routes tous les 15 jours, les données Open Data pour les mettre dans une base. Et moi, j'ai pris une hypothèse, c'est qu'on va ouvrir ce service à toute la France. Avec toutes les routes de France, avec beaucoup de voitures. Donc, scroller, faire des rapports dynamiques pour dire, tiens, on va calculer en live, etc. J'ai un gros doute sur les capacités, sur le coût d'une telle architecture. Donc j'ai choisi, pour répondre au service, de préformater les dashboards. Pour dire, bah voilà, au milieu, on a un outil, c'est une moulinette, un programme qui va se permettre de faire le lien entre les données qui ont été collectées, les routes, et de créer les rapports quotidiens. Parce que c'est ça le besoin d'utilisateur. Enfin, on a une peer review, comme je le disais, par rapport au choix technologique tout à l'heure. Vous allez enfin présenter votre vision aux autres équipes. C'est peut-être des choses qui manquaient à Georges aussi. Hein. Au-delà de la conception, au-delà de savoir comment dessiner, comment organiser sa conception. C'est présenter et être convaincant. Alors maintenant, imaginons que vous êtes de l'autre côté, que vous évaluez une architecture. Comment faire? Moi, je vous propose 3 caractéristiques. Il y en a beaucoup plus, en fait. Si vous prenez le livre de Neil Ford, il va y en avoir une bonne dizaine. Pour un kata, déjà, les 3 caractéristiques que je vais vous présenter sont suffisantes. Déjà, la simplicité. Démarrer très très simple. Alors, très simple, ça veut dire que ça sera simple à coder, et simple à débugger, et simple à opérer. Ensuite, travailler sur l'évolutivité.
Là, on voit que c'est-à-dire que vous démarrez simple, mais vous garantissez que votre architecture puisse évoluer dans le temps. Là, c'est un exemple d'architecture très bien fait, mais je vous mets au défi de mettre une véranda, par exemple. Et enfin, que ça soit adapté à l'environnement. Ne travaillez pas dans l'industrie, dans la gestion, dans le paiement de la même façon, et c'est pas les mêmes contraintes. Ça, c'est un immeuble qui est à Las Vegas, très belle façade, très bien incurvée, beau défi d'architecture, sauf que tous les rayons du soleil s'y concentrent et ils réfléchissent dans la piscine. Si vous n'avez pas une crème solaire indice 200, c'est pas possible. C'est un exemple d'architecture qui est très bien fait, mais pas adapté. Alors, à Worldline, on avait mis en place, alors c'était avant le Covid, hein, souvenez-vous, on avait mis en place des katas mensuels sur certains sites. Donc on mettait sandwich et puis on travaillait comme ça dans une salle. On l'a fait après en remote, un peu plus d'une manière un peu moins régulière. On l'a contextualisé. Alors qu'au début on est parti sur des sujets un peu bateaux, avec des ressources que je vais vous montrer juste après. Et au début et après on les a adaptés au monde du paiement. Et on a complexifié au fur et à mesure. On a même fait des post-mortem pour dire tiens, on a développé cette application il y a 3 ans, comment vous feriez maintenant? Alors les résultats c'était très intéressant. Sans doute parce qu'on n'avait pas les contraintes de coût aussi. Et enfin, des équipes l'ont personnalisé. Quand je dis l'ont personnalisé, j'ai accompagné une équipe, c'est en remote, et eux, ce qu'ils ont fait, c'est au lieu de faire un sujet différent à chaque fois, ils ont pris le même sujet, mais ils ont décliné chaque pan de l'architecture. Ils ont voulu aller comme ça. Pourquoi pas? Vous êtes libre en fait. Donc là, quelques ressources intéressantes, je vous les mets dans les slides, vous les aurez sur Twitter, n'hésitez pas à y aller. Là, il y avait un retour, à la fin, c'est un article sur le blog de Worldline, blog tech de Worldline, avec pas mal de témoignages. Enfin, quels bénéfices vous pouvez en tirer, et que Georges pourra en tirer si on prend mon histoire tout à l'heure. Déjà, travailler en équipe sur un nouveau sujet, c'est rafraîchissant. Quand on est sur une équipe un peu la tête dans le guidon, on se pose 1 heure, on travaille sur autre chose, bon voilà, c'est un côté assez fun. Ça va vous permettre d'identifier et de vous adapter aux contraintes. Ça, c'est quelque chose que Georges n'avait pas forcément l'habitude. De même que communiquer et convaincre. Ça, on n'est pas préparé. Hein. En tant que développeur, moi je l'étais pas au début, tout simplement. Hein. On n'est pas habitué à convaincre des managers, convaincre des chefs de projet. Notre solution technique, peut-être qu'elle est plus chère, mais elle répond beaucoup mieux aux besoins du client, court terme ou long terme. Ça va vous permettre aussi, et là c'est l'un des grands points positifs en fait, pour moi en tout cas des katas d'architecture, c'est comme Georges, ça vous permet d'appréhender d'autres manières de penser. Et ça, c'est vraiment génial, quoi. Moi, la première fois que j'ai fait un kata, c'était à Devox. J'étais dans une équipe avec des personnes de différentes sociétés. Bon, on pensait pas de la même façon parce qu'on n'avait pas le même background. C'était vraiment super. Et enfin, si on revient sur notre histoire, un peu comme vous, un peu Georges, il va progresser grâce au kata. Au lieu d'être bombardé directement sur un projet en tant qu'architecte, mais il va travailler au préalable, il va s'entraîner sur des sujets d'architecture avec ses pairs, avec d'autres personnes, et il va progresser. Et c'est là qu'il va découvrir, comme disait Frank Brooks, qu'un grand architecte ne se développe que par la pratique. Écoutez, merci beaucoup, j'ai fini.